Bonjour à tous les professionnels de la gestion de projet. Bienvenue dans le nouveau podcast de Blog Gestion de projet. Donc, dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une réalité peu abordée, mais qui est très présente dans le milieu professionnel, qui est le retour au travail des chefs de projet après un épisode de burn-out. Il est vrai que de nombreux chefs de projet aujourd'hui traversent des périodes d'épuisement professionnel de par la nature de leur travail, vu que leur rôle implique une disponibilité presque constante, la nécessité de dénouer des situations complexes, gérer les conflits, gérer le stress au quotidien. À savoir que le burn-out ne vient pas d'un coup, ça vient petit à petit. C'est un peu comme l'eau qui érode la roche au fil du temps. Donc on ne remarque pas vraiment les dommages au début, mais peu à peu avec les signes d'épuisement. Et justement, on va parler de ces signes avant-coureurs. Ils s'accumulent jusqu'à devenir insurmontables. Et heureusement qu'il existe des bonnes pratiques pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Et d'ailleurs, cette situation, on va dire, elle trouve écho dans les faits. Moi, j'ai vu dans les résultats du baromètre empreinte humaine, d'après cette étude, un tiers des salariés aujourd'hui sont considérés en burn-out, avec une hausse alarmante de 6 points par rapport à février 2023. C'est-à-dire que c'est encore plus inquiétant. Et d'ailleurs, ce qui est plus encore inquiétant, c'est que 12% d'entre eux seraient touchés par un burn-out sévère, selon les réponses apportées par un questionnaire scientifiquement validé. Donc, pour explorer ce thème délicat, eh bien, nous avons le plaisir de accueillir aujourd'hui Tanguy Le Dantec, qui est un formateur reconnu dans le domaine du management de projet, fondateur de la fresque de management de projet, et il fait également aujourd'hui partie des auteurs de blog gestion de projet. Tanguy, merci d'être avec nous aujourd'hui encore une fois. Merci de m'accueillir et c'est avec plaisir. Super. Eh bien, la dernière fois, nous avons discuté du rôle du chef de projet en tant que coach et mentor. Et aujourd'hui, vous pouvez toujours voir notre podcast sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet tout aussi crucial, donc le burn-out. Cela montre bien l'étendue et la complexité finalement des défis rencontrés par les chefs de projet dans leur carrière. Donc, parlez-nous un petit peu de vous, encore une fois, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Et est-ce que vous travaillez sur ces sujets-là de burn-out dans votre carrière? Est-ce que vous avez travaillé sur ces sujets-là? Alors oui, donc moi je suis Tanguy Dantec, j'ai une formation ingénieur bâtiment et j'ai une longue expérience en management de projet sur différents profils de projet. Je suis formateur consultant toujours. Et dans les années 2010, je me suis intéressé à une autre approche qui était le coaching et donc je suis devenu coach certifié après une formation de 1 an et demi. Et comme ça me plaisait bien, je me suis formé également à une approche de thérapie qui s'appelle la logothérapie, donc la thérapie par la recherche de sens développée par Viktor Frankl. Et je l'ai appliqué dans un contexte très particulier qui était le retour après travail, le retour au travail après un arrêt de longue durée, et en particulier après un burn-out. Il y avait aussi des gens qui avaient des cancers, mais Ah, après un burn-out. Et donc, il posait des questions très particulières. Et c'est un sujet qui concerne quand même de manière pas négligeable les chefs de projet comme population concernée par le burn-out. mhm. Parfait. Alors, commençons par définir ce que c'est que le burn-out au quotidien et comment ça se manifeste spécialement chez les chefs de projet. Alors, le burn-out, il y a déjà pas de définition médicale reconnue, hein. C'est un point particulier, c'est-à-dire que c'est un peu à l'appréciation du médecin et ça n'a jamais été quantifié, par exemple, comme maladie du travail pour tout un tas de bonnes ou de mauvaises raisons. Si je veux décrire le burn-out de manière assez simple, on parle d'épuisement professionnel. C'est comme pour les plus anciens, ils connaissent forcément les plus jeunes un peu moins. C'est un peu comme la pub sur les piles vendeurs avec le lapin qui t'a fait sur sa caisse là et qui au bout d'un Ah moment oui, était Duracell. épuisé. Du racel, c'est ça. Ouais. S'arrêtait d'un coup. Le burn-out, c'est ça, c'est-à-dire que la personne fait un effort d'adaptation importante ou de production importante dans son métier, et puis au bout d'un moment, eh ben, il a épuisé toute son énergie et le lapin s'arrête. Et très souvent, la personne s'arrête brutalement, hein, comme ça, du jour au lendemain, et donc va mettre un temps certain à se recharger en énergie pour pouvoir repartir au travail. Et les manifestations cliniques sont très variées. En général, ça se traduit par des signes avant-coureurs avant qui sont effectivement une grande fatigue, le fait de ne pas récupérer le week-end, le fait de changer aussi un peu de personnalité, c'est-à-dire d'être beaucoup plus agressif, par exemple, ou d'avoir un comportement un peu différent. Pour finir sur cette petite introduction, la particularité du burn-out, c'est que les gens concernés, juste avant de s'arrêter, disent non, mais ça va passer. Mm. Ça va aller mieux, je vais prendre des vitamines. Et puis un jour, ben, ils n'y arrivent plus, ils se rappellent plus de leur numéro de carte bleue, par exemple, ils n'arrivent plus à se lever. Ils sont récupérés pour certains par les pompiers dans leur bureau parce qu'ils sont comme ça, hein, coachés à leur écran et ils sont Ouais. incapables de bouger. Donc il y a des cas pathologiques Très sévère. très sévères. Ouais.
Alors, en parlant de signes avant-coureurs, il y a évidemment la fatigue qui est naturellement plus alertante, mais est-ce qu'il y a d'autres signes avant-coureurs qu'on peut observer? C'est assez, on parle, il y a un terme, je me rappelle plus le terme médical, mais c'est un peu asymptomatique le burn-out, donc ça dépend beaucoup de la personne. Alors en général, ceux qui sont le plus au courant, qui peuvent faire le meilleur diagnostic d'un risque de burn-out, ce sont les proches. Alors soit les collègues proches parce que ils voient qu'il y a quelque chose qui a changé, soit la famille qui se rend compte également qu'il y a un changement de comportement. Donc l'un des signes avant-coureurs, c'est le signe de comportement. Le cynisme est aussi reconnu comme étant quelque chose qui est, c'est-à-dire de prendre beaucoup d'ironie sur les situations. C'est également un signe avant-coureur. Mhm. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup des profils de personnalité et ce qui explique la difficulté de caractériser. Hein. D'ailleurs, cette maladie, comme un burn-out avant que ça arrive, les signes sont assez variés en fonction des profils. Il y a des gens, par exemple, qui vont faire une fois qu'ils sont en burn-out, qui vont faire des phobies, hein, qui vont devenir phobiques sociales, c'est-à-dire qu'ils vont être incapables de sortir dans la rue. Il y a des gens qui vont développer des réactions cutanées qui vont donc avoir de Ouais. l'eczéma, avoir de l'eczéma sévère en réaction. Donc c'est très très varié et ça explique aussi la difficulté à le caractériser avec des symptômes bien clairs. Mais les autres en général savent. Il y a que la personne qui va tomber en burn-out qui en général est dans le déni complet, dit mais non, mais ça va aller. Mhm, mhm. Oui, effectivement. Donc, il y a des signes, on va dire, plutôt cliniques et d'autres Mm. plutôt opérationnels. C'est-à-dire que le manager, par Mm. exemple, ou en tout cas hiérarchiquement, la personne responsable, eh bien, elle va s'attendre à des résultats. Et si elle observe une chute, elle peut toujours, voilà, critiquer. Donc, peut-être comment, du niveau du manager ou du responsable, se comporter dans ce cas-là. Quand on observe peut-être une baisse dans les résultats, comment est-ce qu'il faut réagir et qu'on doute un changement de comportement? Alors, en général, les gens qui font des burn-out, et particulièrement les chefs de projet, ont une particularité, c'est que quand même, ils sont assez peu suivis par leur manager, hein, puisque ils sont souvent une certaine solitude dans le rôle du chef de projet. Hein, donc, Mhm. c'est pas toujours le sponsor qui va venir les coucouner, et ça peut, c'est souhaitable, mais ça peut. Plus généralement, en tant que manager, si dans mon équipe, je vois que quelqu'un commence à avoir des changements de comportement, bah ça va être la qualité du manager qui va faire des entretiens individuels et on compte qu'on connaît bien son équipe quand même que la personne va pas bien. Il n'y a pas de secret. Après, c'est la qualité du manager qui va s'intéresser plus ou moins effectivement à ce qui se passe, qui va se rendre compte que peut-être la charge de travail est trop importante. Alors pour quand même être un peu à la décharge du manager, c'est compliqué, même si la cause est dans les burn-out, la cause est quand même essentiellement professionnelle, hein, contrairement à ce qu'on dit. Bah, il y a des interactions avec la vie privée. Et donc, c'est toujours Ouais. compliqué pour un manager de dire, bah, ça va pas l'air d'aller, mais OK, pour le boulot, bah, je vois bien qu'il y a beaucoup de boulot, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a des problèmes dans le couple, dans la famille, les relations sociales? Et c'est un petit peu compliqué à gérer pour les managers. Et ça, je reconnais que c'est pas une posture évidente. Par contre, la cause du burn-out, faut pas trop tourner autour du pot. C'est quand même dans 95% de la responsabilité du boulot. Hein. Mhm. Il y a des burn-out familiaux pour les mères de famille qui ont un boulot et 5 enfants et qui doivent tout gérer. Ça arrive et c'est pas du tout à sous-estimer, mais comme dans 95% Ouais. du périmètre, c'est lié au travail. Mhm. Il Mhm. n'y a aucun Ouais, tout à doute fait. là-dessus. Par mon expérience, c'est ça en tout cas. Ouais. Justement, en parlant d'expérience, est-ce que vous pouvez nous partager, voilà, lorsque vous avez eu à accompagner peut-être un chef de projet en post-burnout, même un professionnel hein, dans la gestion de projet, ou peut-être cela vous Ouais. est-il arrivé, probablement, puisque nous sommes tous des êtres humains. Alors, bonne remarque. Alors, il y a des gens qui feront jamais de burn-out en fait. Hein. On n'est pas à ce niveau-là, c'est pas du tout équitable. On est tous des êtres humains, ça c'est vrai, mais il y a des gens qui ont très faible probabilité de faire un burn-out par rapport à leur façon de fonctionner. Les bons candidats pour le burn-out, ce sont les gens qui veulent bien travailler et qui sont souvent les bons éléments d'ailleurs. Pourquoi? Bah parce que justement, ils vont faire beaucoup d'efforts pour s'adapter. Et comme ils vont se retrouver avec un projet où on va pas leur donner les moyens de le faire avec des délais irréalistes, enfin bon, le truc Mhm. habituel de pire en pire, bah, eux, ils vont essayer de surcompenser en faisant beaucoup plus. Et l'autre profil qui est bien candidat au burn-out, donc c'est les gens qui veulent bien faire leur boulot et en particulier les perfectionnistes. Ouais, c'est un Les peu le perfectionnistes syndrome sont de des bons l'imposteur. candidats C'est aussi. aussi, ouais, effectivement, on parle du syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose aussi qui est très répandu en France Oui, qui est et dans un le gros monde sujet d'ailleurs. aussi sur dans le monde, oui, qui est une posture vécue par la personne et qui se reconnaît pas dedans. Mais les gens qui veulent absolument bien faire leur travail, alors, les projets, on n'arrive pas à les faire parfaits, on essaie de les faire au mieux. Et donc, si on diminue ben, les ressources, forcément, le chef de projet, il va essayer de compenser, il va en faire plus. Et ça va se traduire aussi par le comportement dans l'équipe, hein, puisque du coup, il va être plus exigeant, il va mettre plus de pression à ses équipes parce que ça le stresse. Et à l'inverse, il y a des chefs de projet qui vont avoir un certain recul par rapport à leur métier ou qui vont avoir une grosse personnalité pour dire non et je suis pas content, c'est pareil, et puis qui vont éduquer un peu leurs sponsors et leur comité de pilotage ou partir.
mais avant le burn-out en tout cas, il y a quand même des profils assez récurrents, des gens qui veulent être aidants et des gens qui veulent faire bien. C'est des bons candidats quand même pour le burn-out, les chefs de projet en particulier. C'est clair, c'est clair. Et le burn-out, on sait que ça peut durer non pas des jours, mais peut-être des semaines, des mois. Parlons maintenant des stratégies ou des bonnes pratiques pour réintégrer efficacement un chef de projet, en tout cas qui revient d'un épisode de burn-out. Ouais, alors les burn-out, un bon burn-out, ça fait facilement 12 mois, hein, 12 à 18 mois. C'est 6 mois minimum. Si on fait moins de 6 mois, je veux dire que c'est un risque de rechuter après. Alors là, les rechutes, par contre, sont vraiment, là, faut éviter, hein. Une burn-out une fois, retomber derrière, là, on risque la dépression profonde. Et alors là, on est parti pour quelques années. Le burn-out, c'est 12 à 18 mois, la moyenne de mes clients que j'ai eu en accompagnement. C'est ça, voire des fois un petit peu plus. Donc, ils rentrent dans une catégorie qui s'appelle l'affection longue durée, hein, par rapport à leur arrêt de travail en général. Et donc, le retour est compliqué parce que bah, déjà, très souvent, ils ont une grosse culpabilité en tant que chef de projet de s'être arrêté et d'avoir laissé le projet en plan et l'équipe se démerder toute seule. Donc ça, Mm. c'est compliqué un peu Ouais. à gérer. Par rapport à l'entreprise, ils sont considérés comme plus bankable, si j'ose dire, hein. C'est-à-dire, on va pas leur redonner des projets parce que bah, les projets, c'est un peu stressant et donc c'est compliqué. Mhm. Donc souvent, la meilleure manière de réintégrer l'entreprise, c'est de commencer par des mi-temps thérapeutiques ou des trois quarts temps thérapeutiques, donc c'est-à-dire d'y aller progressif et rarement sur des rôles projets, ou alors comme équipier plus que comme chef de projet pour amener une expertise, mais rarement sur des rôles de chef de projet ou de directeur de programme. Et souvent, ils reviennent à leur métier d'origine, leur expertise d'origine, où ils ont une compétence en dehors de celle de chef de projet, quoi. Rechercheur, en tant que Mhm. chercheur, producteur, assurance qualité ou autre. Mais le retour, de toute façon, il y a un avant et après un burn-out, hein. Ouais. Les comportements sont très différents et la perception par l'entreprise ou l'organisation de la personne qui revient est aussi très différente. Mhm. C'est peut-être au chef de projet de mettre ses limites finalement avec peut-être ses collègues, peut-être avec la direction, avec la reprise finalement de type Oui, de projet. ouais. Alors c'est ce qu'ils font, hein. Là, après, en général, ils font mieux. D'abord, ils font assez bien la part entre leur vie perso et leur vie pro. Ils font ça nettement mieux. Ils ont une affirmation et donc effectivement ceux qui se relèvent, ils changent quand même de comportement de manière assez significative, hein, pour les quelques exemples que j'ai en tête. Mhm. Ils prennent une distance beaucoup plus importante avec leur boulot en termes d'investissement personnel. Ils font beaucoup plus attention à leur façon de travailler. Et ce qui se passe souvent aussi, c'est qu'une fois qu'ils ont fait un burn-out, eh ben, au bout de 3 ans, une fois qu'ils sont revenus, ils changent. Alors souvent d'entreprise, Mhm. parfois de métier complet. Ouais, c'est vrai. Parce que bon voilà, ils sont revenus, ils ont prouvé qu'ils pouvaient revenir et puis après ça les a tellement changé ou de manière très significative que Ouais, ils c'est changent traumatisant. Mm. de métier. Ouais, il y a des notions de post-traumatique, hein, dans les burn-out. C'est quand même une expérience vraiment difficile. Pour un petit exemple, c'est que j'ai des clients qui n'arrivent pas à revenir dans leur ancien bureau, quoi, physiquement. Mhm. Parce que le burn-out, c'est une autre façon de le définir, c'est le corps qui prend le dessus. Parce que juste avant le burn-out, c'est le cerveau qui a dit ça va aller, Ouais. ça va aller, ça va aller. Et puis à un moment, le corps, il dit stop. Là, mon gars, il dit au cerveau, moi j'arrête. Mhm. Et donc ben, le cerveau, il est un peu surpris. Et une fois que le corps a compris que c'était lui le patron, et il garde le contrôle quand même. J'ai des clients qui n'ont pas réussi à repasser le portillon d'entrée de leur société, par exemple. Physiquement, hein. Mm. Ils n'y arrivaient pas, quoi. Donc, ben, ils sont jamais revenus dans leur société parce que physiquement, ils n'y arrivaient pas. Donc ça fait quand même des chocs importants. Mm. Bah, d'où la collaboration finalement avec les coachs et les accompagnants professionnels de santé pour tourner au travail. Oui. Justement, comment, typiquement, à quoi ressemble, on va dire, un accompagnement justement avec un professionnel qui est dans cette situation de votre côté? Alors, souvent, c'est un partenariat. Alors, souvent, d'abord, la bonne pratique veut que les gens qui font un burn-out se fassent accompagner par un psychologue, hein, qui va les aider déjà à commencer un travail, voire un psychiatre, hein, dans certains cas, hein. Ils sont Mm. souvent sous antidépresseurs, hein, enfin, ils sont souvent un peu médicamentés, plus ou moins, mais pendant Ouais. la période la plus critique. Et donc, le coach qui l'accompagne pour l'aider à revenir, c'est vraiment juste pour la reprise de poste, pour l'aider à reprendre le poste. C'est pas du tout en opposition, c'est en complément d'un travail qui est fait avec le psychologue. Et l'idée, c'est de l'aider à retrouver sa bonne place au sein de l'équipe et au sein de son travail, en retrouvant un équilibre pro-perso et puis une remise en selle progressive. Donc c'est vraiment ça l'idée. Et la démarche, ça se fait par un certain nombre d'accompagnements. En général, c'est un accompagnement par un coach certifié. Alors par contre, là, il faut quand même avoir une certification comme coach. Mhm. Ça, c'est quand même important. Et avoir une sensibilité pour ça, parce que c'est quand même un peu spécifique comme type de coaching. Donc, c'est dans la durée, voilà, sur des sessions, une fois tous les 15 jours, 3 semaines, pendant une période de 6 mois en moyenne. Moi, j'accompagnais 6 mois les
personnes avec qui j'ai travaillé dans ce thème-là. D'accord. Et donc, en termes de mesure de succès, comment est-ce qu'on peut mesurer le succès, on va dire, d'un accompagnement après intégration d'un chef de projet? À quel moment il se dit, voilà, je me sens aujourd'hui plus épanouie et je saurais peut-être prévenir un signe avant-coureur ou en tout cas, je saurais identifier si je peux continuer voilà, dans cette lancée ou pas. Ouais. Alors, quand on fait un objectif, comme c'est du coaching, au démarrage de l'accompagnement, on définit les objectifs du coaching, donc qui est, par exemple, de revenir à son poste pendant une période donnée au sein de l'entreprise. Et donc, on définit des indicateurs aussi, hein, qui vont avec. Donc, les indicateurs, c'est qu'ils soient toujours, par exemple, en poste 3 mois après la fin de l'accompagnement et que ça se passe bien. Et c'est vrai, alors c'est intéressant la notion d'indicateur parce que c'est un sujet sur lequel je travaillais pas mal avec mes coachés pour qu'ils fassent en sorte leur propre météo de comment ça va, quoi. Ce qu'ils n'avaient pas avant, hein. Et donc là, c'est travaillé. Ben, aujourd'hui, je me rends compte que où j'en suis dans mon indicateur de stress, et là, par exemple, je me rends compte que j'ai mal dormi ou que je suis fatigué. Là, je me rends compte que je mange plus. Il y a des gens qui arrêtent de manger, hein, après pendant un burn-out. Ben, ils mangent pratiquement plus ou l'inverse. Là où j'ai des troubles du sommeil, etc. Donc, ils mettent au point tout un tas de petits indicateurs. Alors ça, c'est un gros bénéfice pour eux, un peu la valeur ajoutée du burn-out, si je veux dire. C'est qu'en général, ils deviennent assez fins dans leur suivi de santé psychique et physiologique. Et ça, c'est un vrai critère de progrès pour eux. Et ils suivent ça. S'ils sont toujours en poste, au bout de 6 mois, 1 an, c'est que ça s'est bien passé, quoi. C'est ça C'est l'idée. important de prendre soin de soi-même pour ne pas récidiver finalement et au sein de l'organisation, penser comment repositionner finalement l'individu au bon moment et au bon endroit. Voilà, s'il choisit finalement de revenir à l'entreprise, ce qui est quand même assez rare, et de pouvoir identifier des zones de vigilance pour éviter justement une récidive. Donc c'était un Oui, sujet très intéressant. Merci Tanguy pour cette discussion enrichissante. Chers auditeurs, c'est avec auditrices, plaisir. merci. Donc, nous espérons que cet échange vous a apporté des éclairages utiles. Restez branchés pour d'autres épisodes passionnants sur la gestion de projet et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions sur contact@blog gestion de projet. Merci.